Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une méthode qui se nomme Seg-Sergan et qui sert à effectuer de la segmentation et de la super résolution ici sur des IRM néonatales. Et donc, c'est basé sur les techniques de réseau GAN, Generative Adversarial Network. Euh, je vais commencer par introduire le contexte et les objectifs cliniques. Comme nous l'avons vu dans la présentation précédente, les enfants prématurés peuvent garder des séquelles neurologiques de leur prématurité. Donc, en fait, en regardant sur le site Epipage 2, dans l'état des connaissances, on peut trouver que 10% des grands prématurés présentent des handicaps moteurs et 15% des déficiences intellectuelles. Cependant, la compréhension des anomalies cérébrales en lien avec ces séquelles reste encore limitée. Et donc, c'est dans ce contexte-là que 1500 images IRM de 400 enfants prématurés ont été recueillies, donc dans une base de données qui se nomme EPIRMEX. Et donc, les images IRM ont une résolution qui est de 0,5 x 0,5 x 3 mm3. Donc, la troisième dimension a une résolution plus élevée, principalement pour réduire les temps d'acquisition. Et donc, l'objectif, ça va être d'étudier certaines zones du cerveau donc pour améliorer la compréhension du phénomène sous-jacent à ces séquelles. Et donc, en pratique, ce qu'on va chercher à faire, c'est de segmenter certaines zones du cerveau pour pouvoir les analyser par la suite. Euh, ok, hop. Euh, donc, Ici, je présente un exemple d'image IRM. Donc, on peut effectivement voir sur l'image en haut à gauche qu'effectivement, on a bien une bonne résolution dans les deux premières dimensions et une résolution plus faible, ce qui donne cet aspect un peu pixelisé dans la troisième dimension, qui s'observe donc sur les deux images de droite. Donc, en fait, les pipelines usuels de segmentation d'images pour ce type d'image est d'abord d'interpoler, puis de segmenter l'image interpolée. Le problème, c'est qu'effectivement, on va avoir des approximations qui vont être liées au fait de faire de l'interpolation. Et en fait, on a, euh, dans le fait de faire de la reconstruction super résolution et de la segmentation, on a de l'information qui est utile aux deux, puisqu'en effet, on a des erreurs d'approximation qu'on aimerait on aimerait que la méthode puisse segmenter en étant plus robuste à ces erreurs d'interpolation. Et au contraire, quand on veut faire de la super résolution, avoir de l'information sur les zones en question, donc à savoir des segmentations, c'est utile aussi. Donc il y a un peu une complémentarité entre les deux. Donc en pratique, l'idée, ce qu'on va faire, c'est de segmenter la super résolution et la segmentation. Ma présentation va s'organiser de la façon suivante. Je vais vous présenter d'une façon générale la méthode. Ensuite, les bases de données qu'on va utiliser pour entraîner et évaluer la méthode. Ensuite, je vais donner des exemples de résultats sur de la segmentation corticale. Ensuite, je vais passer à l'étude des résultats qu'on obtient sur la base EPIRMEX. Et enfin, je finirai par les dernières extensions qui ont été rajoutées et enfin finir ma présentation par une conclusion. Commençons donc par la présentation générale de la méthode. Donc, c'est une méthode qui est basée sur le principe des réseaux GAN qui a pour objectif de générer des données qui ressemblent aux données de la base d'entraînement. Donc, en pratique, il y a deux réseaux de neurones antagonistes. Donc, le discriminateur qui va chercher à reconnaître les données générées des vraies données et le générateur qui va générer des données qui ressemblent aux vraies données. Donc, nous, dans notre cas, on va donc garder l'étape préliminaire des pipelines usuels qui est d'interpoler l'image, donc c'est-à-dire de la rendre isotrope, donc avec la même résolution dans les trois dimensions. Et en pratique, ici, on va faire ça avec des splines cubiques. Ensuite, on va donner cette image interpolée en entrée au générateur qui va nous sortir une image super résolue et une carte de segmentation. Et le discriminateur, quant à lui, prendra une image haute résolution et une carte de segmentation, donc qui peuvent être soit des images réelles, donc c'est-à-dire des vérités terrain de la base d'entraînement, soit des sorties du générateur, et va ressortir un score. Donc, l'entraînement du discriminateur va être fait de façon à maximiser le score qu'il calcule sur les vraies images et au contraire le minimiser sur les images générées par le générateur. Et enfin,
Dans la formule, dans le problème de minimisation que j'ai écrit en haut, l'hypothèse aussi du type de GAN qui est implémentée, c'est de rester proche d'une fonction lipschitzienne, et donc qui est mesurée ici à travers le terme LGP dans le problème d'optimisation. Ensuite, le générateur va lui minimiser la distance voxel par voxel entre les données générées et les vraies données, et aussi chercher à maximiser le score du discriminateur qu'il calculait sur les images générées. Donc, en fait, c'est là où on peut voir la relation antagoniste entre le discriminateur et le générateur, puisque sur les images générées, le discriminateur va chercher à minimiser son score, tandis que le générateur va chercher à le maximiser. En fait, en pratique, on retrouve ça dans les problèmes d'optimisation à travers la présence du terme LADV, que le discriminateur va chercher à minimiser et le générateur le discriminateur à maximiser et le générateur à minimiser. Donc en pratique, ce terme LADV, il se mesure simplement comme la différence entre la valeur moyenne du discriminateur sur les vraies données moins la valeur moyenne du discriminateur sur les données générées. Passons maintenant aux bases de données utilisées. Donc en fait, on a besoin pour entraîner ce type de méthode d'images basse résolution qui serviront à fabriquer les images interpolées qu'on donnera ensuite en entrée au générateur. Et on a aussi besoin d'images IRM et de segmentation isotrope, donc haute résolution. Et donc, l'objectif de la méthode, ça va bien être d'obtenir une carte de segmentation et une image IRM de haute résolution à partir d'une image IRM de basse résolution. Le problème, c'est qu'on n'a pas accès à une base de données qui contient la même image IRM en basse et en haute résolution, ainsi qu'une carte de segmentation. Et donc, une solution qu'on peut utiliser, c'est d'utiliser une base de données open source, donc qui se nomme ici DHCP, qui contient des cartes de segmentation et des images IRM haute résolution. Et ensuite, on va générer ou simuler des images IRM de basse résolution en appliquant certaines transformations que je vous présenterai par là, juste ici. Donc, en fait, la base de données, ici, je donne comme exemple le type de données qu'on a dans la base DHCP. Donc, en fait, on a 40 images de segmentation et d'images haute résolution. Et donc, on va fabriquer les images basse résolution en appliquant un flou gaussien et un sous-échantillonnage. Et ensuite, on va donc faire de l'interpolation par spin cubique pour obtenir l'image interpolée. Donc, principalement pour des raisons de mémoire GPU, on ne va pas entraîner le réseau directement sur les images entières, mais sur des patchs d'images, c'est-à-dire des sous-images, qui ici seront de taille 64 au cube, qu'on va créer successivement avec un décalage de 20. Ensuite, il est quand même assez important de savoir qu'il existe des différences entre la base Epirmex et la base DHCP, notamment le fait que les patients sont nés et imagés à terme dans DHCP alors que dans Epirmex, on a des prématurés. Et ensuite, on a également une variabilité qui est beaucoup plus élevée quant aux images d'Epirmex par rapport à celles de DHCP. Par exemple, sur Epirmex, les données sont acquises dans différents centres, chose qu'on n'a pas sur DHCP. Donc, avec une des conséquences, c'est que les images vont être obtenues avec différents scanners. Et on a également des contrastes qui peuvent varier sur Epirmex, tandis qu'on a toujours les mêmes sur DHCP. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer à travers les deux exemples d'images que j'ai mis à droite et à gauche du tableau. Et donc, c'est ce qui a motivé le fait d'essayer d'entraîner la méthode sur des transformations des images de DHCP. Donc, principalement, on va changer les contrastes et ajouter du bruit, puisqu'en effet, ça correspond au type de différence qu'on peut observer entre la base DHCP et Epirmex. Et en fait, on a un peu une complémentarité entre l'analyse qu'on peut faire sur les deux bases, puisque sur DHCP, on a des vérités terrain, donc ce qui permet de mesurer des qualités de segmentation et de super résolution, et donc mener une analyse quantitative, chose qu'on ne peut pas faire sur Epirmex puisqu'on n'a pas de vérité terrain.
Mais par contre, sur DHCP, les images basse résolution sont des images qu'on a générées, ce ne sont pas des images réelles, alors que par contre, on a bien des images basse résolution qui ont été acquises directement dans Epirmex. Donc maintenant, je vais vous présenter des résultats pour la segmentation corticale. Donc voilà la vérité terrain qu'on cherche à obtenir. Donc ici en rouge, j'ai superposé la segmentation corticale qu'on cherche à obtenir avec l'image haute résolution. Et donc pour mesurer les qualités qu'on obtient pour la super résolution et pour la segmentation, je vais utiliser deux indicateurs, qui sont donc le PSNR et le DICE. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le PSNR varie de sens inverse à l'erreur quadratique moyenne entre l'image haute résolution réelle et celle qu'on estime avec la méthode. Et donc, plus le PSNR est élevé, plus l'image haute résolution qu'on a générée est proche de l'image qu'on cherche à estimer. Et je vais utiliser le DICE pour la segmentation, donc qui est principalement une mesure du taux de recouvrement entre ici le cortex qu'on a estimé et le vrai cortex de la vérité terrain. Et donc ici aussi, plus le DICE est élevé, plus les deux segmentations sont proches. Donc pour le DICE, on obtient une valeur de 0,855, ce qui est une valeur plutôt élevée pour des segmentations comme on effectue ici sur le cortex, puisque cet indicateur de DICE est assez sensible aux structures fines et filamenteuses comme le cortex. Et ensuite, pour le PSNR, ce qu'on peut faire, c'est de regarder la différence entre le PSNR de l'image interpolée et celui qu'on obtient avec Sega-Sergan, puisque l'image interpolée, pour rappel, elle constitue l'entrée de la méthode. Et donc, on peut voir effectivement que le PSNR augmente lorsque l'image passe dans la méthode. Et donc, dans ce sens-là, on peut considérer qu'on a bien fait de la super résolution. Donc ça, toutes ces mesures-là ont été effectuées sur des HCP. Et donc maintenant, plutôt visuellement, on peut regarder les résultats donc, sur une image de la base Epirmex. Donc l'image tout en haut, c'est l'image basse résolution qui fait partie, qui est l'image acquise qu'il y a dans la base Epirmex. Juste en dessous, je présente l'image super résolue qu'on obtient avec la méthode. Et enfin, tout en bas, je présente la carte de segmentation qui a été estimée par la méthode. Donc, on peut voir qu'effectivement, ces deux images qu'on a estimées avec la méthode semblent cohérentes au vu de l'image basse résolution qu'on avait en entrée. Je vais maintenant vous présenter les résultats qu'on obtient donc, sur la base Epirmex. Donc, en accord avec le CHU de Reims, nous avons décidé d'analyser les volumes corticaux. Donc, l'objectif final étant de chercher à corréler ces volumes avec le devenir de l'enfant. En fait, il y a plusieurs facteurs qui peuvent influer sur les volumes obtenus, principalement l'âge du patient au moment où il est imagé, puisqu'en effet, on ne peut pas comparer directement les volumes corticaux sur des enfants qui ont des développements qui sont différents, et les paramètres d'acquisition des images, puisque c'est quelque chose qu'on verra par la suite et qui a effectivement un impact sur la volumétrie mesurée. Les données qu'on va utiliser pour étudier ces impacts sont en fait pour 43 patients de la base de données. On a 4 acquisitions différentes qui ont été effectuées donc, le même jour, mais avec des contrastes différents. En fait, on a une acquisition, les paramètres d'acquisition qui ont été utilisés pour tous ces patients sont les mêmes. Et donc, en fait, si on fixe un paramètre d'acquisition, on aura une acquisition par patient. Donc, pour prendre en compte, donc concernant l'âge du patient, pour essayer de prendre en compte le développement de l'enfant, on peut chercher à diviser le volume cortical par le volume intracrânien. Donc, en fait, l'estimation du volume intracrânien, on peut l'effectuer grâce à l'estimation d'un masque intracrânien, qui est un problème assez classique, disons, en segmentation d'images IRM. Donc, il y a plein d'algorithmes qui existent pour faire ça. Mais ici, par exemple, je donne un exemple avec la méthode BET, qui est une méthode un peu classique pour faire ce genre de choses.
Et donc, maintenant, la question est de savoir est-ce qu'on a bien réussi à réduire la variabilité entre les patients en divisant par le cortex, par le volume intracrânien. Euh, et donc, ce qu'on va faire, c'est de regarder si la variabilité entre les patients diminue lorsqu'on divise par le volume intracrânien par rapport à la variabilité qu'on avait directement sur le volume cortical. En fait, peu importe l'indicateur qu'on considère ici, donc que ce soit l'écart type divisé par la moyenne ou la distance interquartile divisée par la médiane, on peut voir qu'on a bien diminué la variabilité lorsque on a divisé le volume cortical par le volume intracrânien. Donc, ce qui confirme donc a priori qu'on a bien rendu les volumétries plus comparables que ce qu'elles ne l'étaient initialement en divisant le volume cortical par le volume intracrânien. Et donc, dans ce sens-là, a priori, la division par le volume intracrânien a bien rempli ce qu'on attendait de, de cette division, quoi. Je vais maintenant vous présenter l'impact des paramètres d'acquisition. Donc ici, en bas de la slide, je présente la segmentation qu'on obtient avec deux paramètres d'acquisition, donc deux TE différents. En blanc, on a la segmentation qu'on obtient avec un TE de 120 millisecondes et en rouge, celle qu'on obtient avec un TE de 280. En fait, en regardant cette image, on a l'impression que le cortex a tendance à être plus épais pour la segmentation qui est en blanche que celle qui est en rouge. Et donc, ce qui semble indiquer qu'on a une volumétrie qui a tendance à être plus élevée ici avec le TE de 120 millisecondes qu'avec le TE de 280. Et en fait, quand on regarde sur l'ensemble de la base, on retrouve ça, puisqu'en effet, le volume cortical a bien tendance ici à diminuer lorsque le TE augmente. Mais en fait, ce n'est pas la seule quantité qui est impactée par le changement de TE. On a aussi ici le volume intracrânien qui est estimé avec la méthode BET, qui lui aussi est sensible aux paramètres d'acquisition. Et donc finalement, quand on divise le volume cortical par le volume intracrânien, on obtient une augmentation en fonction du paramètre TE de la division du volume cortical par le volume intracrânien. Et donc, a priori, à terme, il faudra penser à prendre en compte ce paramètre d'acquisition pour pouvoir interpréter une valeur qu'on obtient. Je vais maintenant vous présenter les dernières extensions de la méthode. Donc, principalement, ici, je vous ai présenté jusqu'à présent des segmentations binaires et en fait, on a étendu la méthode pour pouvoir faire de la segmentation en plusieurs classes. Et on a également ajouté un masque pour séparer la partie droite et la partie gauche du cerveau pour pouvoir étudier la symétrie des volumétries entre la partie droite et gauche, des zones qui sont segmentées. Et en fait, on peut également chercher à déduire un masque intracrânien directement de ce masque droite-gauche. Donc maintenant, je vais vous présenter un petit peu visuellement les résultats qu'on obtient. Donc partons de l'image basse résolution ici, donc, qui fait donc partie de la base Epirmex. Donc on obtient cette reconstruction haute résolution. Voilà. On obtient également ce masque donc qui sépare la partie droite et gauche que j'ai ici superposé à l'image super résolue. Et en fait, de ce masque-là, si on déduisait un masque intracrânien, donc ce qui correspondrait à agréger toutes les segmentations ici qui ont un label différent de 0, en un seul label, donc 0 et 1. Et en fait, si on compare cette segmentation ce masque à celui qu'on avait obtenu avec BET, on peut voir qu'avec BET, ici, on a une petite zone en dehors du cerveau qui est segmentée comme faisant partie du masque intracrânien. Et au contraire, on n'a pas cet élément dans le masque qu'on a estimé avec la méthode. Donc bon, c'est un élément qu'il faudra
confirmé sur l'ensemble de la base, mais en tout cas sur cet exemple-là, estimer le masque directement avec la méthode semble avoir un intérêt plutôt que d'utiliser le résultat fourni par bête. Et enfin, voilà la segmentation qu'on peut obtenir. Je vais vous remettre l'image basse résolution. Donc voilà la segmentation multiclasse qu'on a aussi faite avec la méthode et qu'on va ensuite analyser sur l'ensemble de la base Epirmex. Voilà. Et puis je vais maintenant finir par conclure. Donc effectivement, comme je l'ai présenté au début, il y avait des différences qui existaient entre la base Epirmex et la base DHCP. Cependant, même si on a entraîné la méthode sur la base DHCP, a priori, les résultats qu'on obtient sur la base Epirmex semblent pouvoir être exploitables, même si ça donne potentiellement lieu à certaines sensibilités. Et donc, il faudra prendre en compte les facteurs qui influent sur, donc en l'occurrence, pour l'instant, la volumétrie qu'on étudie. Donc, comme ce que je vous ai présenté, donc les paramètres d'acquisition en l'occurrence et bon, a priori l'âge du patient est bien pris en compte par le volume intracrânien. Donc, cette méthode a été implémentée en Python Keras et elle est disponible de façon open source sur PyPy, donc pour pouvoir l'installer simplement et l'utiliser simplement. Et donc, ce qui nous reste à faire, c'est de valider définitivement les segmentations multiclasses donc sur l'ensemble de la base Epirmex, ou alors sélectionner une sous-base qu'on interprétera. Et ensuite, donc, il faudra voir si effectivement, en segmentation multiclasse, on a toujours les mêmes facteurs qui influent sur les volumétries mesurées de toutes les zones segmentées grâce à la dernière extension. Donc, je vous remercie pour votre attention et je laisse maintenant place aux questions. Récupérer mon micro, voilà, très bien. Donc merci pour cette présentation, c'est très intéressant, puis c'est toujours agréable de voir que des choses sont mises disponibles pour que les gens puissent les tester. C'est vraiment quelque chose de bien, l'open source. Je vois que, alors, N. Bénard, qui sait que ça peut bien être, qui veut remettre dans le contexte. Déjà, je voulais remercier, merci de me laisser la parole. Je remercie Quentin d'avoir présenté ce travail qu'il a fait avec Gauthier Laurent et avec moi-même. Et c'était juste pour remettre ce travail dans le contexte et pour rebondir sur le travail fait par Catherine Gir et les questions aussi posées par Jean-Michel Rouet. L'objectif de ce travail, c'est évidemment de faire une corrélation avec le devenir et puis éventuellement de guider les rééducations par la suite, parce qu'on fait le pari que il y a une différenciation des différences de croissance chez l'ancien, enfin en tous les cas chez l'enfant prématuré. Donc en plus de en tous les cas, on pourrait offrir sur une IRM à terme une segmentation et des différentes régions et de proposer peut-être des rééducations à l'enfant un peu personnalisées. Je vais dire n'importe quoi, si c'est une lésion pariétale, plutôt retravailler très rapidement avec le psychomotricien. Si c'est des zones temporales, faire attention au langage, etc. Et ça serait forcément couplé à d'autres techniques de résolution, de haute résolution en IRM. Voilà, je voulais replacer en tous les cas ce travail dans le contexte et ça, je pense qu'à terme, ça va beaucoup nous aider pour la rééducation de l'enfant né prématurément. Merci pour cette mise en perspective, effectivement. On a une première question de Muriel Mescam qui va pouvoir poser sa question. Oui, bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Je ne sais pas si on m'entend bien. Oui, tout à fait. Alors oui, c'était par rapport à cette segmentation multiclasse. Donc, j'avais pas l'impression qu'il s'agissait de segmenter substance blanche, grise,
CSF, mais plutôt des régions. Est-ce qu'il s'agit des régions temporales, occipitales, des choses comme ça ou, Ça comprend effectivement une partie de... Alors, j'ai plus le nom des zones sous la main, mais effectivement, il y a des grandes zones comme la substance blanche, etc., qui ont été divisées en régions occipitales, temporales, etc. Et ensuite, il y a d'autres régions, comme par exemple le cervelet, qui lui a été laissé intact. D'accord. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Très bien. On a ensuite une petite remarque de Roberto qui est que le repo GitHub est en fait encore privé. Alors oui, alors en fait, effectivement, j'avais pas pensé à ça. En fait, pour le moment, on a un repo GitHub qui est ouvert pour la segmentation binaire. Euh, mais puisque on avait publié un article qui menait vers ce repo-là, j'en ai créé un autre pour la segmentation multiclasse qui effectivement, lui, est encore privé. Donc, je vais le passer en public incessamment sous peu, quoi. Voilà. Très bien. Euh, Moi, j'aurais une petite question peut-être plus sur la méthode et son évaluation. Il y a un truc qui m'a un petit peu étonné, c'est la variation du volume intracrânien dans l'évaluation en fonction du TE. Oui. Et je me demande si finalement, en fait, dans l'évaluation, finalement, ce qui permet d'obtenir le volume intracrânien, lui aussi est susceptible au TE et que finalement, cette normalisation par rapport au volume intracrânien est peut-être pas très fiable. Je me demande si vous avez un petit peu creusé ce point-là ou pas. Alors en fait, effectivement, la question se pose. Et en fait, ce qui se passait et ce qui justifiait l'augmentation la plupart du temps du volume intracrânien estimé avec BET en fonction du paramètre TE, euh, en tout cas sur les images sur lesquelles j'ai regardé les résultats, donc quand même un nombre assez important, la plupart du temps, c'était lié à ce que je vous ai montré dans la petite démonstration que j'ai faite, qui était principalement des extensions au niveau de la bouche et du nez, etc., où on a une partie qu'on aimerait ne pas avoir, disons, dans le masque intracrânien. Et en fait, quand on augmente le paramètre TE, ces zones-là sont beaucoup moins visibles, en fait. Et donc, ce qui fait que le masque intracrânien a tendance à coller plus au cerveau la plupart du temps quand le paramètre TE est plus élevé. Mais effectivement, par la suite, il faudra voir, parce que si on peut éviter d'utiliser un algorithme externe pour estimer le volume intracrânien, si on peut utiliser directement le masque estimé directement par la méthode, ça serait plus pratique puisqu'on pourra avoir une pipeline qui utilise seulement une méthode. Et donc, finalement, je vais par la suite regarder si on a également cette dépendance au TE, si on considère le masque intracrânien qui est estimé par la méthode et pas en utilisant BET, quoi. Voilà. Très bien. Et mon autre question sur l'évaluation, puisque j'ai la parole, c'était sur la comparaison à ce qui se fait dans la littérature. Finalement, je pense qu'il y a d'autres méthodes qui existent pour faire au moins chacune des tâches séparément. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez faire, de se comparer aussi à ça pour voir Alors, en fait, c'est quelque chose qui avait été fait puisque la méthode avait été développée initialement par Guy Pham, qui était donc un ancien doctorant de François Rousseau. Et en fait, il avait fait ce travail-là initialement de développer un réseau de neurones pour effectuer la super résolution. Et ensuite, un réseau de neurones qui prenait l'image super résolue en entrée et qui faisait la segmentation. Et en fait, il avait obtenu des qualités qui étaient supérieures en fusionnant directement les deux plutôt qu'en effectuant les tâches séparément. Et donc, a priori, bon, l'une des possibilités pour expliquer cette différence, pour moi, c'était la complémentarité finalement entre les deux tâches qu'on cherche à effectuer, quoi. Voilà. D'accord. Oui, très bien, ça se comprend. Et donc peut-être temps pour une petite dernière question de Fanny Degel.
Tu peux poser ta question. Oui, bonjour, merci pour la présentation. J'ai peut-être raté l'info, mais je n'ai pas entendu l'âge des enfants dans les deux cohortes et du coup pour lequel on pourrait utiliser l'outil. Alors, bon, je pense que Nathalie pourra vous donner beaucoup plus de précision que moi là-dessus. En tout cas, donc des enfants prématurés qui ont été, dont la prématurité, enfin, l'âge gestationnel varie entre 28 et 32, je crois. C'est les inférieurs à 31 semaines, la Voilà. naissance de ces enfants. Et dans la cohorte Epirmex, ils ont tous été, en tous les cas, ils ont eu tous leur IRM à terme, c'est-à-dire à partir de 37 semaines d'âge corrigé jusqu'à 41 semaines. Donc, ce sont des nouveau-nés qu'on peut considérer à terme, mais nés prématurément. Merci. Ok, très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose que l'on passe à la dernière présentation de cette session du matin. Donc, j'en profite pour te dire que Roberto a apparemment trouvé un repository pour Seg et Sergey. Oui, c'est ça. Ça, Pendant c'est ce la temps-là. fragmentation binaire. C'est celui-là. Donc, merci encore pour la présentation.